Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle chaîne 1001 crimes d'outre-tombe. Donc vous êtes bien toujours sur 1001 crimes, mais 2 fois par mois, je vais raconter des crimes qui se sont déroulés à des époques différentes. J'adore l'histoire, bien sûr, j'adore les crimes, alors pourquoi ne pas les réunir? Bienvenue sur Historiquement Vôtre. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener au XVIIe siècle et je vais vous raconter l'histoire de la marquise de Brinvilliers ou une meurtrière à la cour du roi Soleil. Nous sommes en 1676, sous le règne éclatant de Louis XIV, où Versailles brille de mille feux. La cour est une véritable fête permanente et tout le monde rivalise de beauté, de richesse et de complot également. Car oui, derrière les dentelles et les perruques poudrées, on s'empoisonne joyeusement. À tel point que la noblesse commence à se méfier de son propre dîner. Et regarda 2 fois dans son assiette. Et au cœur de cette vague criminelle, une femme va marquer les esprits. Cette femme, c'est Marie-Madeleine d'Aubray, marquise de Brinvilliers. Elle est belle, elle est noble, elle est charmante et elle a également trouvé une méthode radicale pour gérer les conflits familiaux, les repas empoisonnés. Aujourd'hui, on plonge dans l'affaire qui a secoué la France entière et inspiré de nombreuses histoires macabres. Marie-Madeleine d'Aubray, née en 1630 dans une famille noble et influente. Son père, Antoine Dreux d'Aubray, est un lieutenant civil de Paris, c'est-à-dire un magistrat de très haut rang. Elle reçoit une éducation digne de son rang. Elle apprend les bonnes manières, elle apprend à gérer un foyer, à être une femme parfaite et développe également un petit côté capricieux. Comme malheureusement à l'époque, le mariage n'est pas une affaire d'amour, et comme toute jeune fille noble qui se respecte, elle est mariée par intérêt. Son père va lui choisir l'époux idéal selon son goût à lui. Il s'agit du marquis de Brinvilliers, c'est un homme âgé mais riche. Le marquis de Brinvilliers n'est pas un homme très gênant. Certes, il est âgé, mais il fiche une paix royale à sa femme. Il la laisse faire ce qu'elle veut, elle aime le luxe, les amants et les plaisirs interdits. Son mari est un joueur invétéré qui va, pour son plus grand malheur, délaisser sa femme et ne prend du plaisir qu'avec les jeux. Une femme qui s'ennuie, tout est possible. Tout va basculer le jour où elle va rencontrer Jean-Baptiste Gaudin de Sainte-Croix, un homme charmant, séduisant, aventurier et un brin douteux et dangereux. Il est officier, il est charmant, manipulateur, enjôleur et passionné par l'alchimie et les poisons. Rapidement, ils deviennent inséparables. Ils s'aiment, ils complotent et ensemble découvrent une passion commune, l'empoisonnement. Sainte-Croix, qui manifestement a raté sa vocation de professeur de chimie, apprend à la marquise l'art délicat de l'empoisonnement. Pourquoi ? Oh, tout simplement parce que Marie-Madeleine a des comptes à régler. Son père ? Trop sévère. Ses frères ? Trop envahissants. Son mari ? Un peu gênant, mais surtout très riche. Leur poison préféré ? L'arsenic, bien sûr, surnommé tendrement à l'époque la poudre de succession, un nom très évocateur pour un produit qui accélère les héritages. Et dans une époque où l'arsenic se vend presque aussi facilement que du sucre, elle commence à tester ses talents de tueuse. Il paraît même qu'ils expérimentaient sur des mendiants l'effet du poison. Oui, les mendiants étaient des cobayes humains. Et elle va commencer par son père. Lorsque le pauvre homme a appris que sa fille avait une relation adultérine avec Sainte-Croix, il a fait enfermer celui-ci à la Bastille. Et malheureusement, on peut appeler ça karma ou retour de manivelle, c'est là que Sainte-Croix va se perfectionner dans l'art du poison, car il va y rencontrer des empoisonneurs qui vont tout lui apprendre sur le métier. Lorsque Sainte-Croix va sortir de prison, il va parler de ce qu'il a appris à Marie-Madeleine,
qui va être passionnée à son tour par cet art délicat d'envoyer ad patres tous ceux qui la gênent, et elle va devenir une tueuse redoutable. Sainte-Croix et Marie-Madeleine vont d'abord s'entraîner sur des pauvres hères qui sortent de l'hôpital, qui n'ont ni foyer ni famille, qui dorment dans la rue. Donc ils vont s'entraîner sur eux pour connaître le dosage parfait qui permet d'éviter les soupçons. Comme je disais, elle lui en veut terriblement qu'il l'ait forcée à épouser son mari, et elle lui en veut également terriblement d'avoir envoyé son amant en prison. Mais également, elle souhaite hériter le plus rapidement possible. Donc elle va commencer avec son père, elle va aller dîner ou souper très régulièrement avec lui. Et à chaque fois qu'elle y va, elle met une substance qui nuit gravement à la santé dans sa soupe. Le malheureux homme va mettre plusieurs mois à mourir, et cela dans des souffrances indescriptibles. Elle ne maîtrise pas encore parfaitement la dose de l'arsenic, parfois elle en met trop, parfois elle n'en met pas assez. C'est ce qui fait que malheureusement, le vieil homme ne va pas mourir tout de suite. Mais il est pris de nausées, de crampes d'estomac, de douleurs intestinales épouvantables qui, au bout de quelques mois, vont finir par l'achever. Mais c'est une fille, elle ne peut pas encore hériter car elle a des frères devant elle. Qu'à cela ne tienne, les frères vont mystérieusement succomber, les uns après les autres. Fièvre inexpliquée, douleur insoutenable, on parle d'une maladie, voire d'une malédiction. Mais en réalité, Marie-Madeleine est toujours passée par là. On pleure, on porte le deuil, mais surtout, la marquise récupère des titres et de l'argent. L'arsenic n'a pas volé le surnom qu'on lui donne à l'époque. On l'appelle la poudre de succession, un nom très évocateur pour un produit qui accélère les héritages. Et le plan fonctionne à merveille. Cependant, la marquise est prudente. Elle teste ses poisons sur des domestiques et, comme je vous l'ai dit, sur les sans-abri de l'époque. Elle ajuste ainsi les doses et perfectionne son art. Pour l'instant, tout va bien pour la marquise. Et personne ne soupçonne quoi que ce soit. Elle veut même tuer son mari. Mais là, Sainte-Croix s'y oppose farouchement. Il va même préparer, à l'insu de la marquise, un antidote qu'il va donner au marquis afin que celui-ci ne meure pas, comme son père ou comme les frères de la marquise. Jusqu'au jour où le destin va enfin lui jouer un mauvais tour. En 1672, son amant, Sainte-Croix, meurt subitement. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'en fouillant ses affaires, les autorités, la police de l'époque, tombent sur un coffret rempli de lettres compromettantes. Et à l'intérieur de cette cassette se trouvent les aveux écrits de la marquise. Il y a même des recettes de poison et des détails des meurtres. Un vrai livre de cuisine version meurtrière. La police se met en chasse et la marquise, flairant le danger, va fuir en Angleterre puis en Belgique. Elle finira par se réfugier dans un couvent où elle sera arrêtée de façon rocambolesque en 1676. En effet, le roi Louis XIV veut faire un exemple. À cette époque, l'affaire des poisons fait trembler la cour. On découvre que plusieurs nobles ont recours au service d'empoisonneuses professionnelles. Les autorités ont ordre absolu de ne pas laisser s'enfuir la marquise. Elle est déguisée en religieuse et pense pouvoir échapper à l'arrestation. Or, un stratagème astucieux est mis en place. Un agent déguisé en prêtre se rend au couvent, gagne la confiance de la malheureuse et l'amène hors du monastère sous prétexte d'une confession. Dès qu'elle met un pied dehors, elle est arrêtée. Son procès est retentissant. Elle sait qu'elle est condamnée d'avance. Elle va être soumise à la question. On veut lui arracher des aveux.
Elle va être soumise à la torture de l'eau. Elle est forcée d'avaler des litres et des litres d'eau jusqu'à la suffocation. C'est épouvantable. Le résultat, elle avoue tout, bien sûr. Le 17 juillet 1676, elle est publiquement exécutée, place de Grève, à Paris. Elle sera décapitée, on brûlera son corps sur un bûcher. Elle aura eu une fin aussi spectaculaire que ses crimes. Il est vrai qu'à l'époque, on ne faisait pas dans la dentelle en matière d'exécution. L'histoire raconte qu'elle aurait dit au bourreau avant de mourir « Un instant, monsieur le bourreau, j'ai une dernière prière, ne me faites pas souffrir ». L'affaire de la marquise de Brinvilliers va marquer le début d'une obsession pour les poisons à la cour de Louis XIV. Son histoire a inspiré des romans ainsi que des pièces de théâtre. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. À bientôt pour une nouvelle plongée dans les ténèbres du crime d'outre-tombe historiquement vôtre.